Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous allons prendre à présent la direction du pôle juridique et judiciaire de Bordeaux où se déroule une réunion publique organisée par le CHU de Bordeaux et Sud-Ouest autour du nouveau coronavirus ou Covid-19. Une soirée que nous vous proposons de vivre en direct sur TV7. Yann Bubien, alors j'ai envie de dire malheureusement et heureusement, l'actualité nous rattrape. Et quand on a fait ce pari il y a quelques jours seulement de ce débat public, c'est vous qui avez eu effectivement cette belle idée. On ne pensait pas malheureusement que l'Italie serait touchée aussi durement ces derniers temps. Et on va en parler avec le professeur qui est à côté de vous. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie, je le rappelle, nouveau directeur du CHU de Bordeaux, de cette prise de parole grand public? D'abord, Si, ça marche, allez-y. Ça marche. D'abord, je crois que c'est le rôle d'un centre hospitalier universitaire d'informer la population, d'informer les citoyens, d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui en matière de santé en général. Et quand je vous ai rencontré à Sud-Ouest il y a 2 semaines maintenant, je vous ai proposé ce sujet du coronavirus, d'une soirée grand public en centre-ville avec le professeur Malvi, qui est le chef de service de l'unité maladie tropicale et du voyage, avec le directeur général de l'ARS, Michel Laforcade. En fait, l'idée, c'est vraiment d'informer la population, d'être transparent, de répondre aux questions. En matière de santé, le sujet qui s'imposait, c'est celui du coronavirus, parce qu'on était en plein dedans, c'est de l'actualité. Mais on le verra, tous les mois, on vous proposera, dans la même configuration, un professeur, un médecin du CHU qui viendra vous expliquer un sujet, qui viendra répondre à vos questions sur tous les sujets qui peuvent vous intéresser. Voilà. Et puis le CHU de Bordeaux, on a la chance d'avoir un spécialiste international en la matière. On a reçu le premier patient au CHU qui aujourd'hui est sorti guéri. Et puis c'est une motivation et c'est une mobilisation de toutes les équipes du CHU de Bordeaux. On a une équipe qui est extrêmement bien formée, maladie tropicale et du voyage. On a ouvert évidemment une cellule de crise depuis un mois qui se réunit tous les jours et qui répond au quotidien en fonction de l'actualité et des informations que nous obtenons. Voilà, donc ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est d'écouter le professeur Malvi vous parler du coronavirus, de répondre à toutes vos questions et de lever peut-être quelques inquiétudes. Merci, monsieur le directeur. Je vous propose justement tous les trois de vous installer. Christophe Galichon, on vous retrouvera sûrement pour la conclusion tout à l'heure. Merci beaucoup. Je rappelle au public qu'il y aura évidemment des questions. On peut aussi réagir sur les réseaux sociaux et on pourra poser des questions d'internautes. On vous a cité tout à l'heure, professeur Malvi, vous avez effectivement largement contribué à mieux nous informer via, entre autres, les papiers d'Isaac Bell, Castera, que je salue, qui est ici de Sud-Ouest. Vous avez été celui qui a soigné, avec votre équipe évidemment, le premier patient repéré comme malade du coronavirus en France. J'avais une question avant qu'on démarre, si vous voulez bien, Michel Laforcade, je rappelle, directeur général de l'ARS. Comment on peut prévenir, ce qui est une mission de l'Agence régionale de santé, sans faire frémir, sans effrayer, voire apeurer la population, puisqu'on voit les gens sont très intéressés par ce sujet. J'ai envie de vous faire une réponse expérimentale. Allez-y. Ne pas se préparer à une pandémie ne l'a jamais empêché. Et à l'inverse, s'y préparer ne l'a jamais fait advenir. Donc nous sommes simplement dans cette situation. Nous observons que les plus éminents spécialistes de cette maladie et de l'épidémiologie nous disent qu'il y a plusieurs scénarios possibles et ont du mal à indiquer quel est celui qui va se détacher. Donc parmi ces scénarios possibles, il y a effectivement l'hypothèse d'une épidémie. Et donc nous pensons que ce qui est important, c'est que le système de santé se prépare sereinement, à froid, à l'éventualité de cette épidémie. Et puis, chemin faisant, améliore tous les jours sa prestation et la qualité de son offre de service, ce qui, très sincèrement, me semble être le cas dans cette région. Je rebondis sur votre expression, vous dites il faut qu'on se prépare à froid. Le problème, c'est que le froid peut devenir brûlant en quelques minutes, en quelques heures. On l'a vu ce week-end en Italie. Est-ce que, monsieur le directeur Yann Bubien, si vous voulez bien nous répondre sur justement comment on se prépare et comment le CHU se prépare? On a vu que le ministre de la Santé avait annoncé 70 nouveaux hôpitaux qui allaient se mobiliser. Qu'en est-il sur l'entité métropolitaine? D'abord, on est en lien en permanence avec le ministère des Solidarités et de la Santé, avec le nouveau ministre Olivier Véran
et avec le directeur général de la santé. On a des relations permanentes, des discussions permanentes depuis le début de cette crise du coronavirus. On est prêt au CHU de Bordeaux, je vous le disais, d'abord parce qu'on a des spécialistes, on a des équipes qui sont formées, on a des services qui sont adaptés, on a la possibilité de s'organiser en interne, également en mode dégradé, si tout à coup nous avions beaucoup de personnes qui arrivaient. Et puis on travaille avec toute la région Nouvelle-Aquitaine. Le ministre a demandé qu'on s'organise avec tous les hôpitaux, et c'est ce que nous sommes en train de faire, au cas où on aurait une épidémie. Aujourd'hui, on est prêt parce que je vous l'ai dit, on a des équipes formées et puis on a cette cellule de crise qui se réunit tous les matins et qui analyse la situation et qui est prête à ouvrir des services, des lits, qui est prêt à mettre à disposition. Et puis nous disposons au CHU de Bordeaux du test qui permet de savoir si oui ou non la personne est infectée ou pas du coronavirus, qui nous permet d'être extrêmement rapide en la matière. Voilà. Michel Lafourcade, sur ces 70 nouveaux hôpitaux, en quoi la région Nouvelle-Aquitaine est concernée? Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quels sont les hôpitaux qui vont rejoindre ceux qui seront en vigilance? Eh bien, effectivement, en dehors des 3 CHU qui sont vraiment mobilisés depuis le premier jour... Il va arriver, il va nous sauver, c'est James Bond. Nous arrivons donc aux hôpitaux de deuxième rideau, si j'ose dire, qu'il s'agit de mobiliser. C'est un total de 14 hôpitaux dans la Nouvelle-Aquitaine qui sont pour la plupart des hôpitaux qui disposent d'un service d'infectiologie et qui pour tous disposent d'un service d'urgence ou d'un SAMU. Ces hôpitaux qui auront vocation, si d'aventure la capacité des 3 CHU était dépassée, à recevoir l'ensemble des patients concernés de leur département. Est-ce que cette liste est publique ou elle n'a pas à l'être? Elle est totalement publique. C'est une liste de 14 hôpitaux. Je pourrais quasiment vous les donner de mémoire. Mais de 14 hôpitaux, ça correspond à ce qu'on appelait naguère les hôpitaux généraux, c'est-à-dire la catégorie juste au-dessous des CHU, bien évidemment, pour l'ancienne Aquitaine, Pau, Bayonne, Mont-de-Marsan, Dax, Périgueux, et puis, par exemple, Tulle, Guéret pour le Limousin. Voilà, ça correspond à la catégorie des hôpitaux généraux. On entend ce discours, regardez le micro si vous voulez, M. Lafourcade. On entend aussi Patrick Pelou, alors on sait que c'est un médecin militant. Il dit depuis au moins 2 jours qu'on aura des difficultés sur l'Île-de-France à répondre s'il y avait vraiment demain épidémie. Est-ce que vous êtes plus rassurant par rapport à ces propos sur Nouvelle-Aquitaine et sur Métropole Bordeaux? Par définition, je n'ai aucune compétence pour vous répondre sur l'Île-de-France. Très franchement... Ça tombe bien, la question était sur Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux. Nous avons un maillage territorial en Nouvelle-Aquitaine entre ces hôpitaux d'excellence, les 3 CHU, ces hôpitaux généraux que je viens d'évoquer. Nous avons aussi un 3e rideau. Nous demandons à la totalité des établissements de santé, jusque et compris aux hôpitaux de proximité, à se préparer éventuellement à augmenter leur capacité pour précisément accueillir les patients ou même les cas possibles et pour désengorger autant que faire se peut les autres hôpitaux. Ce maillage territorial, notamment d'hôpitaux de proximité. Nous sommes une des régions qui a le plus d'hôpitaux de proximité. Et puis, n'oublions pas aussi l'excellence de la médecine de premier niveau. N'oublions pas cette médecine libérale, pour l'essentiel, qui est quand même au cœur de l'orientation, du dépistage, du bon réflexe, qui va permettre de ne pas passer à côté d'un cas possible sans exagérer l'hypothèse, alors que cette personne, manifestement, relève plutôt de la grippe classique, puisqu'elle n'aurait pas le moindre indicateur qui pousserait du côté du coronavirus. Donc je crois vraiment pouvoir dire que ce maillage, jusque et compris dans les plus petits cantons, est de bon augure pour l'avenir. Professeur et docteur Malvy, s'il vous plaît, est-ce qu'aujourd'hui, quand on entend ces propos rassurants, est-ce que vous êtes dans ce concert pour nous rassurer? Ce matin, dans Sud-Ouest, vous disiez, attention, c'est pas idiot de porter des masques, faites attention à pas mal de choses, les boutons d'ascenseur, enfin je ne vais pas citer tout le papier d'Isabelle Castera, mais vous mettez en garde. Qu'est-ce que vous nous dites ce soir? On est prêt ou on n'est pas forcément prêt parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, si on est dans le catastrophisme? Nous sommes dans un scénario d'adaptation. Gérer une crise implique de concevoir l'imprévu du vivant. Et c'est ce que nous autres, les soignants et les acteurs de santé publique, réalisons. Donc la nécessité de s'adapter à la fois à la fréquence des cas et aux situations d'expansion qui font que
nous autres soignants, il faudra accueillir le mieux possible ces patients possibles pour faire du dépistage et s'ils sont positifs, les soigner dans les meilleures conditions. Donc ces scénarios, ils existent, ils sont préparés depuis déjà plusieurs années à travers des modèles d'infections transmises par voie respiratoire ou par contact, et nos équipes y sont dûment préparées. Est-ce qu'aujourd'hui, et je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre tranquillement, docteur Malvy, mais est-ce que le politique en fait trop? C'est-à-dire que par rapport à l'information que nous on délivre au grand public, est-ce que le politique va à contre-pied de ce que pouvez-vous penser en tant que scientifique? Le politique travaille avec nous, et quand on répond à une crise, il y a plusieurs axiomes et puis il y a plusieurs acteurs. Et il faut une synergie, une cohérence et une capacité, donc, comme nous disions tout à l'heure, d'adaptation. Donc les éléments de la réponse, c'est la surveillance avec la veille, le soin de qualité, adapté, accessible, la recherche. Nous avons affaire avec coronavirus 2019 à un virus émergent pour lequel, à la différence de la grippe saisonnière, nous ne disposons pas malheureusement ni de vaccins ni de médicaments spécifiques. Donc il faut aller dans cette direction le plus rapidement possible et le mieux. Et puis la communication, c'est ce que nous faisons ce soir. Et comme partenaire, il y a l'acteur de santé publique avec le décideur politique, il y a les soignants, et il y a en premier l'entité majeure qui est représentée dans cet aéropage, dans cet amphithéâtre, qui sont les citoyens, qui sont les acteurs eux-mêmes de leur propre santé, les usagers de la santé et les garants de la santé. Et dans la réponse à une épidémie, sans une activité citoyenne, active, proactive, offensive, on ne peut rien. Et c'est en ce sens qu'il faut expliquer la situation et les scénarios qui peuvent nous concerner pour que chacun, à sa place, apporte sa pierre à l'édifice et que nous soyons capables d'actions mobilisantes, efficaces et capables aussi de s'adapter en fonction des circonstances. Un exemple, avec l'arrivée malheureusement de ce virus dans les provinces septentrionales d'Italie, au jour d'aujourd'hui, nous espérons que nous en resterons là, mais l'avenir nous le dira, la région de la Vénétie et la Lombardie. La Toscane depuis aujourd'hui, oui. Peut-être. Et la Sicile en partie. Nous verrons pour la Toscane et la Sicile. À chaque chose. Vous êtes plus prudent que les journalistes alors. C'est cela. Et bien les voyageurs qui rentrent de ces contrées sont invités de manière volontaire à se manifester et à adopter des attitudes de précaution. Donc rien ne leur est imposé. Et là, il y a un acte citoyen qui est majeur dans l'activité de la crise, qui fait que c'est ensemble, citoyens, acteurs de santé publique, soignants et décideurs politiques, que nous saurons nous adapter à faire face aux différents scénarios, allant d'un contrôle sur une courte échéance, comme celle que nous avions connue à l'époque du SARS de 2003. Malheureusement, nous nous écartons de cette hypothèse, ou alors de celle d'une expansion épidémique à travers déjà la vieille Europe et peut-être d'autres continents. Et pour là aussi, nous aurons des scénarios et des moyens adaptés pour limiter l'expansion du virus et surtout en premier prendre en charge les patients et parmi eux les patients les plus fragiles et les plus sévères. Professeur Malvy, merci de ces précisions. Est-ce qu'on peut être encore plus pédagogue et essayer de vulgariser? On a parlé de coronavirus, là vous venez de parler du Covid-19. Je crois que déjà, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on lui a trouvé un nouveau nom et qu'est-ce qui fait la différence? Et en quoi il est différent de ce qu'on a déjà pu vivre avec le SRAS ou d'autres virus de ce type? Sur la sémantique pure. Il y a plusieurs coronavirus. Et je vais vous donner mon micro, je crois. Les principaux, historiquement, sont en premier le coronavirus du SRAS, qui a émergé lui aussi en Chine, avec un hôte intermédiaire qui était une civette, un animal d'élevage intensif dans les villes des mégapoles d'Asie, et qui était associé à un taux de létalité, de mortalité très élevé, donc un virus très agressif, et qui a été contrôlé assez rapidement en quelques mois. Ensuite est venu le coronavirus rattaché à l'entité qu'on appelle le MERS-CoV, qui est un coronavirus qui circule au Moyen-Orient et dans la péninsule arabique, qui est devenu endémo-épidémique et qui s'exprime encore régulièrement à la faveur notamment des rassemblements humains, notamment des pèlerinages de la Mecque et des différentes fêtes scandant la fréquentation des sanctuaires d'Arabie Saoudite et du Proche-Orient. Et puis, il y a ce troisième coronavirus pathogène pour l'homme, dont on se demandait à qui est-ce qu'il ressemblait, et on s'aperçoit qu'il ne ressemble
Pas complètement, ni tout à fait, ni à l'un ni à l'autre. Il est capable d'une expansion plus importante que celle du coronavirus du SRAS. Il est moins pathogène que lui. Il semble ressembler à la pathogénie de la grippe saisonnière, c'est-à-dire avec des formes asymptomatiques. Près de 34%, ce n'est pas rien. C'est en même temps faussement rassurant parce qu'une personne asymptomatique ou post-symptomatique peut être porteuse du virus, ce qui rend, par exemple en Italie pour le moment, l'enquête épidémiologique quelque peu difficile. Et il est associé à la survenue de formes sévères dans 20% environ d'entre elles, dont 5% vont être prises en charge dans des unités de réanimation, et avec, un peu comme dans la grippe, des cas sévères qui surviennent chez des personnes sans antécédents, une minorité, et d'autres avec des comorbidités, des facteurs de risque de sévérité, comme le grand âge, les comorbidités cardiovasculaires, le surpoids, l'obésité, tous ces fléaux que l'on rencontre dans tous les continents désormais. Avant de prendre une question plus technique, une question très pratico-pratique, peut-être même qui va faire face à quelques fake news, est-ce que le vaccin contre la grippe aide ou aide pas du tout face à ce coronavirus? Bien sûr qu'il aide, évidemment. Ah. Évidemment, acteur majeur, parce que nous sommes actuellement ici dans la vieille Europe dans une période de pathologie saisonnière. Donc nous sommes en pleine épidémie de grippe saisonnière, entre autres, et je laisse de côté les affections par rhinovirus qui nous empoisonnent dans le quotidien, mais qui ressemblent en tout point à la présentation symptomatique, au moins inaugurale, de l'infection par le coronavirus 2019, Covid-19 en acronyme. Et donc le meilleur moyen pour éviter de se retrouver cas possible alors qu'on est atteint par la grippe saisonnière, c'est d'adopter les mesures de prévention de la grippe saisonnière que nous avons non seulement à disposition, mais qui sont parfaitement efficaces, surtout lorsqu'ils sont additionnés. En premier, on se lave les mains le plus régulièrement possible. Lorsque l'on tousse, on se munit d'un masque chirurgical, pas d'un masque extrêmement sophistiqué. On évite d'emprunter le tram, on évite de se présenter devant des personnes fragiles, et puis on se fait évidemment vacciner. Et le fait de porter un masque lorsqu'on tousse, qu'on est symptomatique, plus le lavage des mains avec l'usage des solutés hydroalcooliques et du vaccin, ça ne fait pas 1 + 1 + 3 mais égale 3, mais volontiers 5 ou 6. Donc c'est ensemble, en additionnant des moyens, que l'on arrive déjà à contrôler le diagnostic alternatif le plus fréquent dans une période d'émergence du coronavirus 2019. C'est donc évidemment, la vaccination contre la grippe saisonnière est un acteur majeur de la réponse à l'épidémie supposée, malheureusement un peu attendue, du Covid-19. C'est clair. Sur le masque, en revanche, j'aimerais bien qu'on y revienne parce qu'on a votre version et évidemment on adhère, mais le ministre de la Santé nous a dit avant-hier soir à la télé que c'était pas forcément nécessaire. Ce masque, il marche comment? Je veux dire, c'est une question toute bête, mais est-ce que je le mets parce que je sais que je suis potentiellement malade, ou est-ce que je peux le mettre même si je n'ai rien pour pas recevoir les microbes ou autre chose? Deux types de masques. Parlez plus près du micro parce que je crois que voilà. Deux types de masques. Donc celui qui est disponible dans nos pharmacies et qui est à l'usage du citoyen et qui porte le nom du masque chirurgical, qui est très facile à trouver et à porter sur soi, qui est apporté lorsque l'on est atteint d'une pathologie hivernale, grippale ou rhinosinusiite, et qui évite de postillonner, d'adresser des gouttelettes à son entourage immédiat ou en tout cas de proximité. Ça, c'est le masque à porter lorsque l'on tousse en période hivernale. Et puis il y a le masque dévolu aux professionnels qui est disposé à leur intention aux professionnels de santé dans les établissements de santé, qui est fait pour ceux qui vont s'approcher des cas possibles, par exemple d'une personne symptomatique revenant de Lombardie ou de Chine continentale, et qui va réaliser par exemple les prélèvements qui permettront d'exclure le diagnostic. Donc il faut protéger le soignant, et là il y a des masques plus spécifiques, mais qui n'ont rien à voir avec ceux dont on a besoin dans la population et dans la communauté. Très bien, le premier qui tousse gagne un masque. Alors, pour ce qui est justement de cette façon de lutter, on a 2 chiffres aujourd'hui. Soit on parle de 14 jours, soit de 27 jours pour être sûr d'être à l'écart du coronavirus. Quel est le chiffre qu'il faut retenir si justement on rentre d'Italie ou si on a des suspicions? C'est 14 jours. On reste sur les 14 jours. Oui, on oublie les 27. Non, on n'oublie pas le 27, on regarde ce que, jour après jour, les informations épidémiologiques et scientifiques nous procurent, et on voit que l'incubation
de l'infection par Covid-19, par coronavirus 19, elle n'a pas une distribution dite gaussienne, vous savez, en cloche. Elle prédomine assez rapidement aux alentours de 5 à 7 jours. Et puis ensuite, il y a une sorte de queue chronologique de risque d'incubation et donc de période en attendant la survenue des symptômes, qui va jusqu'à 12 jours. Alors 12 plus 2 égale 14, parce que 14 égale 2 semaines. Donc 14 jours est un chiffre rond, emblématique, et qui facilite la vie de nos collègues épidémiologistes. Très bien. Sur les symptômes eux-mêmes, est-ce que le moindre rhume peut être un symptôme ou est-ce qu'il faut vraiment de la toux et de la fièvre? Chez une personne qui a un lien épidémiologique, c'est-à-dire un séjour récent dans une zone épidémique, le rhume que l'on appelle la rhinorrhée, avec la céphalée, les éternuements et la toux même haute, est considéré dorénavant dans ce scénario extrêmement offensif que nous vivons depuis l'émergence du virus chez nos voisins italiens, est suffisant pour considérer que ce symptôme est suffisant pour classer le cas possible. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir sur justement les porteurs ou pas d'ailleurs, ou transmetteurs de cette maladie? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui on est capable de les identifier et de les repérer, ou est-ce qu'on peut être soi-même transmetteur de cette maladie sans l'avoir encore déclaré? Qu'est-ce qu'on sait? On lit des choses différentes là-dessus. Alors, le système s'adapte, le système de surveillance et d'investigation épidémiologique. Si on regarde par exemple le cluster de Haute-Savoie, qui est un cluster français, le patient source... On parle de Saint-Gervais et de la famille anglaise. Absolument. Ouais. Ou le patient, on va dire, index, c'est-à-dire le monsieur de nationalité britannique, était relativement peu symptomatique, pour ne pas dire vraiment paucisymptomatique. Mais il avait été repéré par les autorités singapouriennes comme ayant séjourné dans un espace où il avait fréquenté des collègues chinois, puisque c'était un professionnel universitaire qui fréquentait des audiences et des congrès internationaux. Et le système singapourien était parfaitement réactif, compétent, pour avoir signalé aux autorités françaises et aux autorités internationales concernées les contacts qui avaient fréquenté les personnes chinoises qui avaient malheureusement à leur retour développé la maladie. Et l'identification de cette personne a été extrêmement rapide. Et ensuite, le repérage des contacts a été réalisé en l'espace de quelques jours. Le problème et le scénario le pire que nous sommes en train de vivre actuellement en Italie du Nord est que nous avons pu repérer assez rapidement, les collègues italiens ont pu repérer rapidement le patient index, qui est un homme de 38 ans, avec une présentation sévère de la maladie, bien qu'il n'ait pas eu de comorbidité. Mais nous ne parvenons pas à repérer le patient source. Et c'est la course effrénée en termes d'augmentation de la sensibilité de la démarche épidémiologique qui fait que nous espérons le plus rapidement possible repérer le patient source pour repérer autour de lui les contacts. C'est un challenge d'adaptation que les épidémiologistes connaissent bien, qu'ils ont beaucoup de tristesse à devoir appliquer, mais c'est une stratégie qui ne nous prend pas au dépourvu. Est-ce que vous nous détaillez pourquoi c'est si important de remonter au patient source? Parce que le patient source est celui autour duquel s'est constitué ce qu'on appelle un cluster de gens qui sont soit asymptomatiques provisoirement, soit qui vont devenir malades et être des gens qui vont exprimer et excréter le virus. Donc tout patient excréteur doit être repéré, en particulier le patient source. Tant qu'on ne l'a pas repéré, les contacts qui ont pu être infectés autour de lui ne le sont pas non plus. Donc on perd du temps et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des scénarios de multiplication des cas dans des communautés qu'on est obligé de confiner, comme c'est le cas dans les 11 villes des provinces italiennes septentrionales. Merci beaucoup. Yann Bubien d'abord et ensuite Michel Laforcade, si vous voulez bien. Quand on vient d'entendre le professeur, on a l'impression qu'on est en train d'élargir énormément le spectre. Comment vous faites aujourd'hui? Je rappelle, directeur général CHU Bordeaux, donc le 15, il est chez vous. Comment fait le 15 pour répondre aujourd'hui? Parce que si on sort de cette conférence, sans affoler personne, on a tous de bonnes raisons de dire à quelqu'un qui a un rhume ou qui a quelque chose, tu devrais peut-être appeler le 15. Donc est-ce que vous l'avez déjà vérifié ce week-end avec, on va dire, l'envolée du nombre de cas en Italie, et comment vous répondez? Non, on va affoler personne. C'est pas du tout l'idée aujourd'hui. C'est d'informer. C'est pas d'affoler. Aujourd'hui, nous n'avons pas de cas. On a une dizaine de cas potentiels par jour, et à chaque fois, pour l'instant, en tout cas, ils se sont révélés négatifs.
Donc voilà, et le seul patient que nous avons eu est sorti guéri du service du professeur Malvy. Nous nous sommes organisés. Effectivement, il faut appeler le 15. C'est le SAMU de Bordeaux. Oui. Le SAMU est prêt à répondre. On augmente évidemment les effectifs pour pouvoir y répondre, et il faut suivre les consignes du SAMU. Il ne faut pas se rendre au service des urgences. Il faut suivre ce que dit le SAMU si on vient d'une des régions qui a été évoquée précédemment. Et puis je vous l'ai dit, chaque jour, on réadapte notre offre de soins au CHU de Bordeaux. Hier, en cellule de crise, on a décidé d'ouvrir une unité ambulatoire suite aux demandes du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a demandé à tout le monde de s'organiser. Donc nous avons ouvert toute une aile du CHU en unité ambulatoire pour pouvoir accueillir les patients. Donc chaque jour, on s'adaptera. Si l'épidémie arrive dans notre région, bien entendu, nous adapterons les moyens au quotidien pour y répondre. On a vu qu'au niveau national, si vous voulez bien garder un peu le micro, on va le passer après à M. Fourcade, on est en train de développer en grand nombre la possibilité de faire des tests. Combien de tests sont réalisés aujourd'hui à Bordeaux et quel est le potentiel ? Environ 20 tests sont réalisés au quotidien, au CHU, et nos capacités ne sont pas limitées. Et qui a le droit au test, j'ai envie de dire ? À quel moment on fait un test ? On fait un test lorsque... ayant séjourné dans une région où le virus circule, une zone épidémique, soit que l'on revient directement de cette dernière, soit que de manière citoyenne, on a adopté les mesures de précaution de rester à son domicile ou de dégrader ses activités professionnelles et que l'on se protège et que l'on protège son entourage avec le port de masque pendant 14 jours, et que l'on devient symptomatique, c'est-à-dire la survenue d'une fièvre, d'un fébricule, qu'on se met à tousser. À ce moment-là, on appelle le 15, donc le SAMU, et le SAMU rentre en contact avec des praticiens hospitaliers de mon équipe qui vont classer ou ne pas classer, mais vraisemblablement classer compte tenu de l'extrême sensibilité de la définition des cas, cette personne comme un cas possible. Et s'il est en bonne forme, c'est la plupart d'ailleurs des cas des cas possibles et puis même des cas confirmés. C'est une maladie qui n'est vulnérante que sur une fraction limitée des personnes infectées. Les personnes viennent au CHU par leurs propres moyens, en évitant de prendre le tram. Évidemment, on évite les transports en commun. Et ils sont accueillis avec un circuit dédié qui a été construit, qui est parfaitement taraudé, intimisé au sein de l'abord du centre hospitalier universitaire Pellegrin. Ils sont accueillis par des soignants et qui les amènent dans l'unité où ils seront reçus par un de mes collaborateurs, par une infirmière, et ils recevront un prélèvement rhinosinusien. Alors c'est pas très agréable, ça fait un peu pleurer, avec une petite tige de coton que l'on dispose un peu profondément à travers une narine. Et puis ce prélèvement ensuite est adressé au laboratoire de virologie au premier étage de l'établissement. Et dans les 6 heures, le résultat est rendu et la personne est donc rassurée. Nous sommes là pour faire du screening, comme on dit en anglais, du dépistage, pour donc exclure des cas avec une définition très large, pour ne passer à côté de aucun cas confirmé dans un contexte où on veut empêcher le virus d'arriver sur le territoire d'Europe occidentale. Et pendant ces 6 heures, vous gardez le patient au CHU où il repart ? Il peut repartir chez lui s'il est en bonne forme et qu'il est accompagné, rassuré, avec des informations. Il rentre masqué chez lui et il attend que l'infirmière ou un de mes collaborateurs l'appelle pour lui communiquer son résultat. Alors, justement, sur ce dépistage et sur ces cas, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a un mea culpa en Italie, puisqu'on se compare beaucoup en ce moment en France à l'Italie. Le Premier ministre a dit ce matin qu'il y avait eu des attitudes pas appropriées. Est-ce que vous pouvez nous en parler, professeur, et Michel Lafourcade ensuite, pour dire comment la France ferait peut-être différemment ? Est-ce que vous êtes attentif et que vous savez que vous êtes attentif ? Oui. Et évidemment, l'Italie du Nord, curieusement, est un pays d'un civisme historique remarquable. Donc, et d'un niveau de système de santé qui est tout à fait remarquable. Je connais personnellement deux collègues infectiologues, un qui maintenant fait de l'épidémiologie, de l'autre toujours dans la clinique, et qui s'occupent des risques épidémiques, qui eux-mêmes sont
sont très interrogés sur les moyens qui ont été déployés avant la crise italienne et au jour d'aujourd'hui. L'Italie, par exemple, avait été le premier pays à fermer ses frontières aériennes avec la Chine. Bon, ça n'a pas suffi. Donc, nous sommes là aussi, c'est une leçon pour nous d'être toujours prêts à s'adapter et de ne pas céder justement à des mouvements de panique du style confinement dans un paquebot. Ça, c'est le meilleur moyen. C'est un modèle quasi expérimental pour être sûr que si l'on y rentre en bonne forme, on sortira peut-être asymptomatique mais porteur de virus. Alors, nous sommes en Italie, malheureusement, avec la situation la plus difficile pour eux, enfin pour eux et pour nous, parce que nous sommes en Europe. Nous sommes avec eux, et c'est avec eux que nous allons avancer. Mais avec des zones dont on a pu repérer ce qu'on appelle la qualification d'un foyer d'émergence. Donc il y a au moins 2 foyers, peut-être un 3e, qui maintenant sont bien circonscrits. Et en attendant que les chaînes de transmission occultes aient pu être repérées, donc les contacts approchés, et les phénomènes de transmission circonscrits, eh bien, on fait une circonscription un peu coercitive, c'est-à-dire ce qu'on appelle une mise en quarantaine spatiale dans lesquelles les personnes ne sont pas mises en prison. Ils sont invités à rester à leur domicile, ils ne sont pas non plus affamés, et avec une collaboration, là aussi, une émulation citoyenne entre les acteurs de santé et puis une population qui adhère. J'ai des amis italiens qui sont navrés de ce qui leur arrive, mais qui adhèrent et aux mesures et à la nécessité même d'assumer des mesures qui vont s'adapter et qui peuvent même devenir plus sévères. À ce niveau-là, malheureusement, tant que les chaînes occultes ne sont pas repérées, nous sommes obligés de passer par des scénarios de la sorte. C'est pour ça qu'en France, nous avons adopté des systèmes de recherche des signaux extrêmement coercitifs. Hein, c'est-à-dire, j'ai un de mes collègues qui vient de rentrer de Milan pour aller saluer une de ses filles qui fait des études dans cette ville universitaire, qui est médecin, qui va devoir rester 14 jours en dehors de ses activités professionnelles. Et bon, personne n'est très content de tout cela. Mais c'est le seul moyen pour le moment pour que nous ne nous retrouvions pas avec des scénarios de recherche de chaînes de transmission occultes. Michel Laforcade, on parle de civisme, donc de citoyenneté, puisqu'on là c'est auto-proclamé. J'imagine que ce médecin, personne ne l'a interdit de sortir. Comment on peut faire confiance jusqu'au bout et à quel moment justement ça peut échouer? Et est-ce qu'on se prépare à ce moment-là, dès aujourd'hui, à imaginer qu'il faudra peut-être confiner, comme on l'a fait à Villeneuve aujourd'hui, des zones géographiques importantes? Est-ce qu'on y travaille déjà à l'ARS? Bien sûr que nous y réfléchissons et bien sûr que nous agissons, hein, puisque pour ne parler que des enfants de l'école élémentaire, des jeunes des collèges et des lycées, nous avons eu bien sûr plusieurs cas déjà de jeunes qui revenaient de voyage en Chine et désormais maintenant en Italie, à qui nous avons proposé via l'éducation nationale et le rectorat ce type de confinement à domicile pendant 14 jours. Et je crois pouvoir dire que l'esprit citoyen est tout à fait présent. On n'a pas eu de difficultés, pas plus semble-t-il qu'en Italie. C'est pas évident quand même hein, pour des parents de dire pendant 14 jours, je vais devoir prendre 2 semaines de vacances si l'enfant est jeune. Ça a été fait à peu près systématiquement et sans beaucoup de difficultés. Puis on va aussi devoir s'inspirer de ce qu'a fait l'Italie. L'Italie nous apprend aussi ce que sont ces foyers émergents, ces foyers actifs. On parlait de foyers actifs en Corée du Sud, on commence à parler de foyers actifs en Iran, par exemple. Eh bien, on voit bien ce que sont ces foyers émergents. Et je confirme que le système de santé italien est un système qu'il faut que l'on observe de très près. C'est un système très efficace. Oui, mais il a un petit peu fauté là quand même. Hein. Je n'ai pas essayé d'insister, mais on s'inquiète un peu. Si vous dites qu'on va faire la même chose, ils ont un petit peu laissé passer quelqu'un à travers les mailles. Là. Oui, est-on sûr qu'ils aient fait des erreurs lourdes? C'est le Premier ministre qui le dit, je ne me permettrai pas de le dire. Ça méritera, bien sûr, mais méritera un retour d'expérience quand même. Il y a aussi du confinement qui a été demandé, qui a été obtenu. Professeur Malvy, des élus, et je reviens à la politique, disent qu'il faudrait fermer les frontières avec l'Italie. Est-ce que le spécialiste que vous êtes aujourd'hui sourit à cette proposition? Et est-ce que, comme un fameux nuage, elle s'arrêterait cette maladie à la frontière si on la ferme?
c'est le soignant qui répond, mais aussi le citoyen doté d'un sens commun, je laisse compte. Autant l'expérience malheureuse du confinement dans le paquebot était un modèle quasi-expérimental à la limite de la moralité, autant la fermeture des frontières ne renvoie à rien. La Lombardie, la Vénétie, l'Émilie-Romagne, que nous connaissons bien, puisqu'ils avaient été affublés aussi du chikungunya il y a 15 ans de cela, ce sont des provinces européennes. Le sud-ouest, la Nouvelle-Aquitaine est une grande province de la vieille Europe. Donc les frontières, elles sont par définition absolument caduques quand il s'agit de la transmission d'un agent viral qui a lui-même ses propres facéties de transmission qui peuvent laisser en échec provisoire des équipes de très très haut niveau en matière de surveillance. Donc non, la frontière entre Menton et Vintimille, ça rappelle l'invasion de Mussolini en 40. Ça n'a pas duré longtemps et c'est hors sujet. Et là, c'est... On fera passer le message à quelques élus du sud de la France alors. Bah oui. Une question sur l'inverse, sur les gens qui veulent voyager ou qui sont aujourd'hui obligés de voyager. Je ne parle pas que des... Je sais que vous êtes spécialisé aussi des maladies du voyageur. Il y a les voyageurs touristes, puis il y a les obligés comme celui que vous avez soigné. D'ailleurs, le premier malade, il faut le rappeler, c'était pour son travail. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui? On continue à voyager ou on fait attention? Alors, je ne parle pas d'Italie. Est-ce qu'on peut dire aux gens continuez à voyager comme si de rien n'était ou est-ce qu'on fait attention? Pour l'Italie? Non. Je veux bien l'Italie à part. Je pense que les gens n'ont pas envie d'y aller en ce moment. Enfin, j'ai vu... Je reçois beaucoup en particulier dans notre unité de santé voyage du site Saint-André, qui s'occupe de préventologie du voyageur. Nous avons beaucoup de voyageurs qui nous questionnent à cet endroit. Là aussi, il y a le bon sens. Il est évident que s'il y a un voyage organisé à Singapour avec une halte à Kunming dans des contrées extrêmement agréables et passionnantes à programmer, c'est sans doute pas le moment. Et il est sans doute urgent de reporter sagement un séjour dans une zone épidémique, et pour soi et pour son entourage. Alors en parlant de zone épidémique, il y a un mystère en ce moment qu'on n'arrive pas à éclaircir, et je vois que beaucoup de journalistes se posent la question. Si on met l'Égypte à part, on dit qu'il n'y a pas de cas en ce moment en Afrique. Ce continent qui est juste immense. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui c'est une réalité, ou est-ce que vous doutez et que c'est justement qu'on n'a pas encore pu déceler les cas? Et pourquoi l'Afrique sera en dehors? L'Afrique s'est réveillée depuis Jameau et la lutte contre la maladie du sommeil, mais c'est un jeu de mots, excusez-moi. Les modélisateurs, mais il faut se méfier des modélisateurs, nous ont dit que l'Afrique était extrêmement vulnérable et que des pays cibles, non seulement l'Égypte, mais les pays du Maghreb, la Côte d'Ivoire, le Gabon et l'Afrique du Sud allaient être frappés de plein fouet. Alors, la modélisation, c'est intéressant comme discipline scientifique parce qu'elle apporte des plaidoyers pour ébranler la conscience des donateurs, de ce qu'on appelle en anglais les stakeholders. Après, chaque continent a son propre génie et son propre mystère. Les modélisations qui ont été faites sur la grippe saisonnière, parce que finalement, nous sommes quand même dans des similitudes en termes de transmission, en termes de vulnérabilité, n'ont jamais pu étayer ce pourquoi le continent africain semblait apparemment protégé des grandes expansions des virus influenza. Et puis de l'autre côté, je me rappelle en 2014, lorsque les grandes écoles de modélisation nous avaient affirmé que l'Afrique de l'Ouest allait être ébranlée à l'époque d'Ebola et que le pays le plus affecté en octobre 2014, qui était le Libéria, allait carrément s'effondrer et disparaître. Sauf qu'un mois et demi plus tard, le Libéria était le premier pays à se débarrasser de la maladie. Voilà. Donc, je n'ai pas de réponse, mais peut-être qu'il y aurait des choses à décrypter, peut-être a posteriori, sur les facteurs de transmission. Certes, il y a des grandes mégapoles en Afrique, mais les habitats ne sont peut-être pas comparables à ceux des mégapoles européennes et surtout d'Asie du Sud-Est, où dès que l'on est dans la classe moyenne ou dans la classe supérieure, on vit et on travaille dans des chambres froides, climatisées, sans brassage de l'air. Donc qu'est-ce que nous faisons lorsque nous n'avons plus de chambres à pression négative? Si cela nous arrivait, monsieur le directeur, eh bien nous avons prévu des scénarios dégradés, où nous sommes capables d'étendre nos services dans des ailes dans lesquelles l'air est brassé, et où nous gérerions ces patients comme on gérait
avant l'époque des SAS et des chambres à pression négative, les patients tuberculeux, avant l'époque de l'antibiothérapie et de l'augmentation de l'hygiène, dans nos sanatoriums, c'est-à-dire des espaces où on ouvre les fenêtres. Et il y a sans doute des écosystèmes de gestion de la promiscuité en Afrique qui ne sont pas les mêmes que dans les autres parties du monde. Mais après, ce sont des épidémiologistes qui nous en diront davantage. Bien, alors... Peut-être... Oui, excusez-moi, j'en prie. je coupe la parole Non, j'en prie. à un interlocuteur, c'est fort discourtois. J'étais il y a 10 jours avec un excellent ami et collègue infectiologue de Shanghai qui soigne des centaines de patients infectés par le Covid-19. Et je lui disais, comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est pas trop dur? Bon, c'était le pays du sourire. Il était très très mesuré. Et puis je lui disais, tu as beaucoup de cas sévères? Oui, des personnes âgées, sans doute, des diabétiques, des gens en surpoids, des gens avec des pathologies cardiovasculaires, évidemment. Des gens qui sont indemnes de comorbidité, il y en a aussi. Mais qu'est-ce que tu retiens de tout cela? Et il m'a dit, tu sais, avec cette crise, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Il a près de 48 ans. Il me dit, j'ai découvert que dans ma ville, à Shanghai, on pouvait vivre avec le ciel bleu. Maigre consolation, peut-être. Avec un de mes amis, et ça m'a été répété par le chef de service de Shanghai, avec lequel j'étais à l'OMS. Tu vois, comme quoi on peut arriver à quitter la Chine et à venir en Europe. Alors pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à Shanghai, il faut juste se rappeler que c'est pollué en permanence et qu'on ne voit pas le ciel bleu. Hein. C'est pas simplement... Et mon collègue Daniel a eu la même expérience. Donc il serait peut-être temps qu'un jour, quand on dit qu'il y a des comorbidités facilitantes, mais bon, moi je ne suis qu'un soignant, mais les épidémiologistes qui sont des gens de la science de la curiosité et qui sont des Tintin détectives de la médecine, pourraient par exemple se pencher sur ce qu'on appelle une comorbidité dans des espaces de pollution extrême et remarquables, comme ceux de villes dans lesquelles les gens doivent attendre 48 ans une crise majeure pour s'apercevoir qu'on peut voir le soleil. Bien, alors on va essayer de finir sur une autre note d'espoir et on va donner la parole à la salle aussitôt. J'ai d'ailleurs une question qui arrivait par SMS, mais ça triche, c'est un confrère qui me l'a envoyée, mais elle est importante. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la recherche sur le vaccin? Vous qui avez en plus soigné le premier malade en France, est-ce que ça vous aide aujourd'hui à mieux travailler avec vos collègues? Et qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut fixer un calendrier? Est-ce que ça serait vraiment hasardeux? Qu'est-ce qu'on peut dire au grand public par rapport à cette solution qu'on attend tous, j'ai envie de dire? La recherche spécifique sur le vaccin spécifique du coronavirus 19, elle est en cours. Nous ne l'aurons pas dans les mois à venir, malheureusement, même si c'est un virus qui ne semble pas muter de manière aussi vicieuse et rapide que les virus influenza, que les virus de la grippe. Et nous en aurions besoin parce que ces vaccins, une fois de plus, sont capables d'offrir un certain degré de protection individuelle et surtout de diminuer le portage individuel et donc d'offrir une protection communautaire. S'agissant des médicaments, il y a une recherche des médicaments spécifiques à ce virus, puisque malheureusement les médicaments de la grippe ne sont pas actifs. Mais il y a une recherche qui est en cours sur le territoire chinois et même à l'international à propos de médicaments requalifiés d'autres indications, des médicaments administrés dans le cadre de l'infection par le VIH-Sida, la vieille chloroquine, les antimalaries qui ont des activités antivirales, on le savait, mais aussi modulatrices de la réponse de l'hôte, de l'humain, sont actuellement considérés avec beaucoup d'attention. L'usage, le recours citoyen, civique, de plasma de convalescence, ce sont ce qu'on appelle les immunothérapies, c'est-à-dire on accueille un patient qui a guéri de l'infection par Covid-19, on mesure le taux d'anticorps, ou on présume, on arrive à estimer son taux d'anticorps circulant dans le sang, en sachant que les tests pour le moment sont en train seulement d'être mis sur le marché, mais on peut arriver à savoir s'il y a des gros producteurs d'anticorps et des producteurs moins intéressants. On prélève du plasma et on l'administre à des patients, en particulier fragiles, pour faciliter la constitution de l'immunité personnelle lors d'une infection. Donc beaucoup de pistes sont envisagées dans le cadre d'essais thérapeutiques qui sont inaugurés en Chine et qui pourraient être déployés dans le cadre de l'émulation et la coordination internationale sous l'égide de l'OMS, qui font que tous les efforts, c'est comme pour la surveillance, sont déclinés au niveau local, national, européen et international, tous unis dans un monde globalisé, face aux imprévus du vivant et à la gestion de l'incertitude.
Alors justement, sur la chloroquine, je vais le citer, c'est Pascal Rabillet qui est plutôt sur l'économie, mais qui est en train de travailler sur un sujet sur les conséquences justement du coronavirus sur l'économie. Il m'envoie un tweet du professeur Didier Raoult, que vous connaissez, qui annonce qu'en Chine, le traitement in vitro à la chloroquine s'avère efficace, et il met virus, fin de partie. Alors, qu'est-ce que vous répondez justement, puisque vous avez cité la chloroquine, et voilà ce qui vient d'être tweeté sur cette piste qui semble pour lui salvatrice. Oui, en sachant que la carte n'étant pas toujours le territoire, c'est une expression qui m'est un peu favorite. Ce que l'on voit quelquefois in vitro peut nous apporter soit des grands espoirs, soit d'immenses déceptions dès que l'on passe chez l'humain. Et on a besoin de modèles animaux et de passer de la table de laboratoire, de l'in vitro à l'humain, impose aussi du temps et un peu d'argent à travers des modèles animaux pour savoir si un candidat qui est très prometteur in vitro va rester un candidat plausible pour être, en termes de tolérance et d'efficacité présumée, déployé dans des essais thérapeutiques. Et la chloroquine peut-être, peut-être pas. Moi, personnellement, je la connais bien parce que je suis tropicaliste et je l'ai prescrite pendant des années, en tout cas des médicaments de cette famille. C'est un médicament en plus qui a une activité sur la réponse de l'hôte, sur la réaction inflammatoire, qui fait une grande partie de la gravité de la maladie pour les infortunés cas sévères. Peut-être seule, peut-être en combinaison, avec des antiviraux spécifiques. En tout cas, elle fait partie des candidats plausibles actuellement évaluables. Et évalués. Il y a un peu de prudence, on a bien entendu. Merci beaucoup pour franchement cette démonstration, ces explications. Ce n'est que le début puisqu'on l'avait promis. Des questions avec la salle. Je vous propose que vous leviez simplement la main et qu'on fasse circuler le micro. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions. On va faire circuler les micros. Je vous demanderai de les faire passer après les uns aux autres. Allez-y, si vous êtes d'accord, le nom peu importe, mais votre fonction ou pourquoi vous êtes venu, c'est intéressant. Bonjour, donc moi je suis Émilie Cancel. Parlez plus près du micro, allez-y. Donc je viens en ma qualité de chef de projet européen dans un institut FLE et agence de mobilité internationale. Et nous on va recevoir beaucoup d'Italiens, donc de la région Lombardie-Vénétie. Donc on voulait connaître les modalités à adopter, savoir si on peut toujours les recevoir, savoir qu'est-ce qu'on fait, parce que vous parliez donc des 14 jours. Est-ce qu'il faut qu'on leur oblige de rester chez eux pendant 14 jours ou quelles sont les modalités en fait adaptées par rapport à ça? On attend encore une réponse de notre agence italienne qui est en contact avec l'agence européenne de la médecine. Je me rappelle plus. Bon, en tout cas, on a bien compris la question. Est-ce qu'ils peuvent venir ou pas? Allez-y. La question est, est-ce qu'il faut qu'ils restent chez eux encore 14 jours avant de venir chez nous? C'est-à-dire que nous, on veut les recevoir, savoir si à partir du moment où ils arrivent, c'est des gens qui vont rester au moins 4 mois, à partir du moment où ils arrivent. Micro. À partir du moment où ils arrivent ici, est-ce qu'ils peuvent commencer à travailler ou quelles sont les modalités à adopter? Est-ce qu'on... Voilà. Par rapport à leur arrivée, ils sont censés arriver samedi. Ils sont là? Non, ils doivent arriver samedi. Alors là, tout le monde va sortir. Leur université d'origine est pleinement d'accord avec vous pour les laisser partir, pour que vous les accueilliez? Pour l'instant, on ne sait pas, on n'a pas eu de réponse de la part des autorités italiennes. On attend. Bon, les autorités italiennes vont se positionner, vont se déterminer. Et si la réponse est oui, eh bien, vous allez les accueillir et ils auront l'immense bonne fortune avec le printemps tout précoce d'aller faire du surf à la Cano s'ils sont sportifs, de visiter le pays des vins, où ma Dordogne est natale, où il y a des couleurs absolument splendides pendant 14 jours, où ils pourront faire, non pas la chasse aux papillons, mais faire des séjours en forêt sans risque d'être en contact avec des gens vulnérables. Donc vous allez les confiner comme... de manière conviviale et surtout, je vous en supplie, nous qui sommes des universitaires, donc des gens de l'humanisme, il faut veiller dans l'accueil, non pas de l'étranger, parce que nous sommes tous des étrangers hein, quelque part dans un des temps de nos vies, à veiller à éviter l'ostracisme, la stigmatisation et la suspicion. C'est un enjeu civique majeur pour nous autres qui ne sommes pas encore en zone et en période épidémique,
de faire œuvre d'accueil éclairé, bienveillant, factuel. Donc vous allez les accueillir et veiller à ce qu'ils ne subissent, qu'ils ne subissent pas un ostracisme, une stigmatisation qui serait absolument délétère, absurde et contre-productive. Donc humaniste et bucolique en même temps. Le professeur, je voudrais quand même que Michel Laforcade vous réponde s'il est d'accord. Qu'est-ce qu'on fait, s'il vous plaît, en tant que directeur général de l'ARS comme réponse au groupe, au-delà de cet exemple, qui vont, évidemment, comme le disait le professeur, profiter du printemps pour venir à Bordeaux et dans la Nouvelle-Aquitaine? Par principe et par expérience, je n'ai pas d'avis plus autorisé que celui du professeur Malvy. Bon. Je voudrais simplement vous dire que ce que vous avez décrit, ce qui pourrait vous arriver, correspond à une situation, me semble-t-il, qu'on a connue, des enfants chinois ou des enfants français qui sont passés en Chine dans les zones qui étaient des zones à problème. Quand ils sont revenus en France, on leur a demandé pendant 14 jours d'accepter ce moment de quarantaine, puisqu'on ne dit pas quatorzaine. Donc je pense qu'on peut être dans ce cas de figure, me semble-t-il. Et moi, sur le plan de la santé publique, vraiment, je ne ferai que me rendre à cet avis-là qui me semble, même pour un homme médecin, un avis de bon sens. Est-ce que vous allez le faire? Oui, pour un groupe, oui, pour le deuxième groupe, je suis parce qu'il y a ce 15 jours, là, que 2 semaines. On va pas Julie. C'est la même chose pour nos professionnels qui rentrent des zones à risque. Ils doivent rester 14 jours chez eux et ne pas être en contact avec nos patients. Allez, une autre question, s'il vous plaît. Présentez-vous. Bonjour, donc moi je viens à titre personnel. J'ai un neveu qui a été greffé des poumons au mois de septembre. Vous m'entendez? Allez-y. Non. Voilà. J'ai un neveu qui a été greffé des poumons au mois de septembre. Donc je voulais savoir pour lui, est-ce qu'il doit faire déjà des choses en particulier ou est-ce qu'il... Enfin, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions en fait. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est vacciné contre la grippe saisonnière. Non, il ne peut pas, il est sous immunosuppresseur. Il ne peut pas. Venez fréquenter nos services de médecine interne ou de maladies infectieuses et nous accompagnerons son immunisation. Je pense que rien ne s'oppose à ce qu'il reçoive un des candidats vaccins qui le protégerait déjà contre la grippe. Et ensuite, il faut qu'il se protège contre, non pas le coronavirus 2019, mais contre les pathologies hivernales d'origine virale. Les infections par rhinovirus, les virus influenza et tout ce qui actuellement peut être associé à une infection de type affectant l'appareil respiratoire. Et de la sorte, il se protégera contre le risque de coronavirus s'il allait vers Menton ou qu'il franchissait la frontière vers les zones italiennes concernées. Il n'y a rien de plus à faire que les mesures de bon sens. Donc vous pensez qu'il peut avoir une sorte de vaccin contre la grippe en fait? Oui, tout à fait. Ah bon, Merci en tout cas pour la réponse. Je vous propose d'en parler peut-être tout à l'heure. Alors, troisième question. Alors c'est une question à titre personnel. Parlez plus près du micro. Mon fils organise son mariage le 30 mai. Renseignement fascinant pour vous. Mais sa future épouse est d'origine cambodgienne et elle a invité un certain nombre de personnes de ce pays à la cérémonie. Donc ils seront probablement une cinquantaine. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre, des annulations à prévoir? Que sais-je? Le Cambodge n'est pas dans la zone épidémique. Je crois qu'il y a eu au jour d'aujourd'hui. Et je ne sais pas si les structures sanitaires du Cambodge sont équivalentes à celles de la France pour le repérage des cas de coronavirus. Et néanmoins, entre le mois de février et le mois de mai, il y a quelques semaines à passer pendant lesquelles nous en saurons davantage sur cette épidémie et sur la manière dont elle aura diffusé ou au contraire aura été contrôlée. Donc pour le moment, ne décommandez pas vos invités. Bon. Donc il peut garder sa future épouse. Je vous remercie, c'est une bonne nouvelle. Merci. Une autre question.
Juste Michel Laforcade, pendant qu'on va chercher autre question. On parle beaucoup là de réunions de famille, de fêtes, de printemps. Est-ce qu'on se pose aussi la question, comme le font certains pays aujourd'hui, d'interdire des rencontres sportives ou des grandes manifestations populaires dans la Nouvelle-Aquitaine, ou est-ce que c'est pas d'actualité? Très franchement, comme ça a été dit à plusieurs reprises, la doctrine, elle se construit au quotidien. Parce que ce virus était inconnu il y a encore quelques semaines, et parce que la doctrine, notamment ministérielle, et la doctrine scientifique, elle se construit un peu tous les jours. Elle ne se transforme pas entre la veille au soir et le matin, mais par contre, elle s'affine et elle se construit tous les jours. Donc moi, je ne peux vous répondre qu'à l'instant même où vous posez la question. C'est quelque chose qui n'est pas d'actualité à l'heure actuelle. Donc peut-être demain, on nous proposera d'y réfléchir plus avant. En tout cas, à l'heure actuelle, ce n'est pas d'actualité. Et quand on connaît les modes quand même de propagation, on comprend que ça ne soit pas, à ce jour, d'actualité. Merci. Le micro était... Alors, allez-y. Oui, bonsoir. En fait, moi, c'est parce que je pars le 22 avril au Japon. Et je voulais savoir ce que je faisais, en fait. Ah, alors, est-ce que je peux aller au Japon le 22 avril, nous demande quelqu'un dans la salle. Si vous n'y alliez pas, vous allez rater la saison des cerisiers en fleurs. Donc là, J'y vais quand même. The sunshine. Donc ça veut dire que je vais y aller quand même. Enfin, voilà, parce que c'est pour savoir. Je suis en face de la dame, elle doute. Voilà, il y a la part d'incertitude. Laissons peut-être les 2 ou 3 semaines passer, et puis nous verrons où on sera. Quand même quelque chose qui... C'est un phénomène de santé qu'on appelle une urgence de santé publique de portée internationale, qui donc concerne l'ensemble des continents, l'ensemble des pays. Donc nous gérons une crise, donc nous gérons une part d'incertitude qui concerne l'ensemble de la planète. Donc bien malin serait celui qui pourrait, d'un coup de baguette magique, anathémiser telle ou telle contrée, ou au contraire dire que la route est dorée. Nous sommes en crise planétaire, nous sommes en crise qui par définition doit nous mobiliser et une fois de plus attirer des scénarios d'adaptation, et qui concerne tout un chacun, depuis l'individu, les pays, et entre les pays, les communautés et les projets de voyage. En tout cas, professeur Malvis, de donner le sourire à la dame qui a posé la question, je l'ai vu. Voilà. Il y a une autre question, Donc, j'en aurais une peut-être. C'est pour ça, en fait, parce qu'il y a le départ, mais il faut parler aussi du retour. Et si j'y vais, est-ce qu'au retour, je vais à l'hôpital pour être diagnostiquée? Aujourd'hui, non. Non. Et puis, les scénarios de confinement, ils ne sont que provisoires. Ils vont durer le temps où on escompte que l'on va pouvoir briser, humilier la transmission du virus à travers les continents et au sein des pays. Bonjour, vous m'entendez ? Je suis infirmière anesthésiste au CHU de Bordeaux, et ma question se compte, c'est essentiellement sur une situation XXL, c'est-à-dire un afflux important au niveau de l'hôpital de personnes qui sont contaminées ou susceptibles de l'être. Donc je voudrais savoir à peu près quelle est la capacité d'accueil du CHU de Bordeaux à recevoir des personnes contaminées, et surtout au niveau du personnel. On sait tous qu'à l'hôpital on est à flux tendu en ce moment dans les services. On n'est pas si nombreux, on le sait. Hein. Et donc je voudrais savoir comment ça va se passer au niveau du personnel pour qu'ils puissent s'occuper correctement des patients, en sachant qu'il y a déjà des patients hospitalisés, parce qu'évidemment il y a le coronavirus, mais il y a aussi des gens qui sont hospitalisés dans le quotidien, des gens qui ont d'autres pathologies. Donc comment on va faire pour s'occuper de ces patients contaminés, pour ces patients qui viennent pour d'autres pathologies, et quelle est la capacité d'accueil en fait du CHU et des soignants pour recevoir ces patients. Alors, est-ce que c'est le directeur général de l'hôpital qui répond ? CHU. Là, nous sommes capables de multiplier. Nous avons un capital pour le moment de 25 lits disponibles au jour d'aujourd'hui, mobilisables pour des cas confirmés. On peut le multiplier par 3 en mobilisant des secteurs d'ailes du CHU Pellegrin qui peuvent être positionnés en aire renouvelée.
donc permettant en position dégradée du soin, assurant le niveau de protection maximale des professionnels de santé. Ensuite, il y a la mobilisation, comme M. Lafourcade l'a annoncé tout à l'heure, de l'ensemble des hôpitaux de second niveau, et qui n'est pas le moindre, pour accueillir des patients qui rencontreraient des critères d'hospitalisation. Et ensuite, il y a des modes dégradés qui seront à construire, qui sont même en cours d'anticipation avec nos amis, nos confrères de la médecine libérale, des filières de soins, pour pouvoir accueillir ce que font les Chinois ou même ont déjà programmé les Canadiens. Les Canadiens ont programmé le fait que les patients qui sont polysymptomatiques, qui non seulement sont dans un état clinique parfaitement stable, mais qui sont polysymptomatiques, puissent, s'ils sont accompagnés avec un entourage qui puisse au niveau didactique et pédagogique prendre la mesure de se protéger eux-mêmes, être accueillis dans des filières ambulatoires. Et là aussi, ces possibilités sont tout à fait, pour le moment, sous-estimées, mais tout à fait accessibles. Une réponse du directeur général du CHU. Je vais répéter un petit peu ce qui vient d'être dit. Les hospitaliers, en tout cas, ils connaissent bien ces situations de crise. S'il y avait situation de crise, puisque je le rappelle, aujourd'hui, nous n'avons aucun patient hospitalisé en raison du coronavirus. En revanche, on a d'autres patients hospitalisés, évidemment, au CHU. Et là, il y aurait évidemment plusieurs moyens que vous connaissez. Alors, on a déjà des capacités assez importantes au CHU de Bordeaux pour accueillir des patients qui seraient avérés. Ça, c'est un fait. Il y a toutes ces dispositions dégradées. Et puis, nous savons nous organiser au CHU. On connaît les plans blancs, on connaît les situations de crise. Il y a la possibilité de déprogrammer si c'était vraiment nécessaire. On est loin d'en être là, puisqu'encore une fois, on n'a personne. On a 0 patient. Ceux qu'on reçoit aujourd'hui, entre 10 et 20 par jour qui viennent pour des suspicions, pour l'instant, sont tous ressortis sans être avérés. Voilà, donc on saura s'organiser, je le pense, et on aura à notre disposition l'ensemble des autres établissements. Et si ça allait plus loin, on le sait, eh bien, il faudrait trouver encore d'autres dispositions, et notamment à domicile. Une précision, 2 cas ont été annoncés par le ministère de la Santé ce soir, 2 cas de tests positifs au coronavirus en France, une dame chinoise et un monsieur français qui rentrent de Lombardie. Il n'y a pas en Nouvelle-Aquitaine, semble-t-il, à moins que le directeur général de l'ARS me dise le contraire. Pardon. Oui, une autre question, allez-y. Il faudra faire passer Bonjour. le micro en bas, s'il vous plaît. C'est bon, bonjour. Oui. Merci de toutes ces informations. C'est important pour nous. Nous, on représente une école supérieure d'hôtellerie-restauration. On reçoit énormément d'étudiants internationaux qui donc sont présents tout au long de l'année, qui sont amenés à rentrer chez eux, surtout en ce moment après ces périodes difficiles de partiels. Là, on a des étudiants qui sont rentrés. On a une étudiante actuellement qui revient de Milan, donc dimanche, qui elle, du coup, me dit, elle a eu la gentillesse et du coup le civisme de nous prévenir en nous disant, voilà, moi je reviens de Milan, qu'est-ce que vous comptez faire de moi ? Alors pas tourner comme ça, mais c'était, je trouvais très professionnel. Nous, on est venus ici pour vous demander, on a lu les recommandations du gouvernement, on a écouté ce que vous venez de dire, vous parlez beaucoup de civisme. Qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'école ? Est-ce qu'on est des acteurs justement de ce civisme ? Est-ce qu'on passe l'information à nos étudiants de dire, voilà, vous avez donc 14 jours où il faut que vous fassiez attention. Et le mieux, c'est quand même d'éviter de venir à l'école, de peut-être vous faire dépister en cas de symptômes. Est-ce que c'est ça que, entre guillemets, vous attendez de nous en tant que école supérieure ? Parce que nous, on n'a pas des enfants, on a des jeunes adultes. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les adultes, en question, à part celle-ci ? Ils sont d'accord à écouter ce qu'on leur dit ? Alors, nous, on n'a pas commencé. On a décidé de faire revenir des étudiants qui étaient en échange à l'étranger. En les faisant choisir. Donc voilà, vous avez le choix, il y a ce problème, vous avez le choix, voilà ce que recommande l'OMS. En tant qu'établissement, on suit les recommandations de l'OMS et du gouvernement. On n'a pas d'autres informations qui nous arrivent. On joue sur le civisme. Est-ce qu'on a des retours des étudiants ? Pas énormément, mais ils ne sont pas forcément tous concernés, ils ne sont pas tous civiques, clairement. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous ? Alors, Monsieur Lafourcade va vous répondre et Monsieur Malvich. Je ne vais pas vous faire une réponse exclusivement liée à ce que vous venez de dire, mais par assimilation, je vais simplement vous dire ce que j'ai dit ce matin aux responsables d'une grande administration que je ne vais pas citer, qui m'appelle et qui me dit « j'ai plusieurs de mes collaborateurs qui reviennent soit pour des raisons de vacances, soit pour des raisons professionnelles d'Italie,
qu'est-ce que vous me conseillez de leur demander de faire? Et après qu'on en ait discuté quand même par un petit staff rapide au sein de l'ARS, je leur ai dit, écoutez, ce sont des adultes, on n'est pas dans le registre des enfants, ce sont des adultes, voilà ce qu'on peut vous proposer, me semble-t-il, de plus intéressant pour eux et pour l'ensemble de votre population. Si les personnes sont amenées à travailler toutes seules dans un bureau, ces personnes peuvent venir pendant les 14 jours en veillant à ne pas prendre l'ascenseur, à ne pas aller à la cantine, à ne pas avoir de contact rapproché avec l'ensemble de leurs collègues. Si ce n'est pas le cas, il est vivement conseillé que les personnes fassent du télétravail et restent à domicile, si elles peuvent le faire. Si elles ne peuvent pas faire de télétravail, il est vivement conseillé effectivement qu'elles respectent ces 14 jours. Et je pense que ce type de réponse faite pour des adultes travaillant dans une administration me semble a priori valable pour la structure que vous représentez, que vous avez évoquée. Oui, absolument. Vous vous servez de levier et d'intermédiaire. Oui. Puis vous leur dites que si elles deviennent symptomatiques, elles appellent le 15. Le message s'est passé pour le 15 ce soir. Il y avait une question, premier rang. Donc Nicolas Brugère, je suis médecin, je suis aussi élu à la ville de Bordeaux et en charge de la santé. Donc le civisme, c'est d'abord ne pas appliquer la photo de Sud-Ouest de ce matin, c'est-à-dire se précipiter dans les grandes surfaces pour remplir les congélateurs. C'est en Italie, je crois. C'est de ne pas se précipiter chez les pharmaciens pour aller chercher des masques. Les masques, il faut les laisser pour les personnes qui en auront besoin. Et c'est d'appliquer les consignes, comme ça a été dit à plusieurs reprises. Et je crois vraiment que c'est notre société sait être civique, et il faut que les uns les autres, on se transmette ce message de ne pas paniquer. Ne pas paniquer, c'est déjà du civisme. Ne pas faire passer la panique vers les autres, c'est déjà du civisme. La deuxième chose, le civisme aussi, c'est par exemple, au centre 15 ce matin, il y avait 40 minutes et 53 secondes d'attente à un moment donné. 50 minutes d'attente. Ça veut dire que le civisme, c'est accepter d'attendre, mais aussi accepter que les réponses soient courtes et qu'on passe pas un long temps au téléphone. Il y a beaucoup de personnes qui passent des longs temps au téléphone parce qu'elles considèrent que la réponse qui les concerne est importante. Voilà aussi ce que c'est le civisme. La question du médecin généraliste que je suis et qui est représentant aussi de l'Union régionale des médecins libéraux, la médecine générale en mode dégradé, de la médecine en mode dégradé, ça me plaît pas beaucoup. Je préférais qu'on dise de la médecine de premier recours. Du reste, le cas qui est venu chez vous, professeur Malvy, c'est un cas qui a été repéré par un médecin de SOS Médecins, médecin libéral, qui a tout à fait bien fait le diagnostic, qui a tout à fait été discernant et qui a sollicité le SAMU, qui a un peu résisté à ce moment-là. J'étais présent au SAMU au centre 15 ce jour-là, et qui a quand même envoyé le patient. Donc je crois qu'on va avoir, si l'épidémie se développe, à travailler tous ensemble. Et la médecine de premier recours, la médecine libérale, mais aussi les médecins spécialistes de premier recours auront à être impliqués. Ma question, c'est quand il y aura 1000, 2000, 3000 cas suspects, est-ce qu'il sera possible de confiner les personnes à la maison? Ils sont suspects, on les gardera à la maison. Est-ce qu'il sera possible de venir faire des tests à domicile pour ensuite faire analyser les tests dans vos services et dire aux personnes, oui, vous allez rester 14 jours parce que vous êtes à risque, non, vous n'avez plus besoin de bouger parce que vous n'êtes pas à risque, ou bien venez dans le service parce qu'il va falloir vous soigner. Merci pour cette question. Oui, le terme de dégradé, ça voulait dire qu'en effet, tous les patients ne sont pas à être hospitalisés. Nous sommes bien en phase. Et en effet, pourquoi pas? D'ailleurs, vous savez, les contacts à très haut risque de nos patients confirmés, ça a été le cas des contacts du patient pris en charge au CHU de Bordeaux, ont été confinés à domicile pendant 14 jours, avec un contact téléphonique auprès des autorités sanitaires, de la part des autorités sanitaires, et pour ceux qui étaient d'ailleurs avec le niveau de risque le plus élevé, ils ont eu des prélèvements réalisés à domicile pour s'assurer de l'absence de portage du matériel viral. Donc en effet, tout est possible. Ce type de déclinaison fait partie des scénarios d'adaptation si nous passions en situation d'épidémie et où il faudrait que les filières de soins prennent en charge, en dehors de l'hôpital, les patients, non seulement avec un état stable, mais en plus aussi symptomatique, à condition qu'ils soient entourés.
Merci. D'autres questions, allez-y, présentez-vous. Oui, bonsoir. J'ai une question. Je suis une malade avec plusieurs pathologies chroniques, dont un déficit immunitaire. Je suis allée me renseigner à ma pharmacie au cas où il y avait un foyer qui venait dans la région pour savoir si je pouvais obtenir des masques. Elle m'a répondu oui. Pardon, j'ai un accent. Pour 1 000 €, vous pouvez avoir 25 masques. Combien? C'est ce qu'elle a dit. Elle est démarchée par les labos. On l'appelle en disant parce qu'il n'y en a plus dans les pharmacies de ville. Donc ma question est, qu'est-ce que vous faites, vous, les services publics, pour assurer que si jamais il y a un foyer qui vient s'installer dans la région, qu'on puisse se protéger, soit si on est symptomatique, soit si on est malade chronique et qu'on veut se protéger? Alors moi, je peux apporter mon témoignage de parents qui a acheté des masques récemment. Je ne les ai pas payés ce prix-là. Mais voilà. Oui. Le CHU de Bordeaux est en train de se munir de milliers de masques pour l'ensemble, pour son personnel et également pour les patients, les usagers de soins de cet établissement. Il y en aura également adapté aux personnes fragiles qui, un peu à l'instar des professionnels de santé, devraient en situation épidémique se protéger eux-mêmes et non pas seulement protéger la communauté. Et sans coup férir, madame, vous serez à même de bénéficier de ce type d'appareillage et certainement pas à ce prix, c'est un gag. Excusez-moi, est-ce que c'était une réponse d'officine ou sur Internet? Il y a une dame qui a une question d'abord. Allez. Une autre question, s'il vous plaît? Bonjour à tous, merci de nous avoir accueillis. J'ai une première question. S'il vous plaît, merci. J'ai une première question. En fait, moi, je fais des voyages très régulièrement. Je vais à Paris. Il y a des gares à Paris, des gares à Bordeaux, des trains. Et à l'intérieur, on voit bien clair et confiné. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui toussent. Donc, avec un air de ce qu'on disait, ou qui est le même et qui n'est pas changé. Donc là, c'est quand même très effrayant. Ma deuxième question, c'est par rapport à la loi 2005 pour les personnes sourdes. Nous qui sommes là ce soir, en fait, on a un décalage au niveau de l'information, sauf pour ce soir. Bon, c'est juste que pour vous en ayez conscience, c'est que c'est une des premières fois où on a cette information. Donc, est-ce que si un jour il se passe quoi que ce soit, on pourrait avoir des informations, des sous-titres qui arriveraient, je sais pas, dans les aéroports, dans les gares, pour nous dire ce qui se passe. Voilà. Donc, merci et merci aussi ce soir d'avoir fait venir des interprètes pour qu'on puisse avoir le message. Et puis, merci de me répondre par rapport au train. Alors, on a eu le tram tout à l'heure par le professeur. Est-ce que Michel Laforcade veut répondre sur ce qu'on pourra faire en matière d'information? Oui. Écoutez, je veux quand même vous rappeler ce qui a été dit en préambule tout à l'heure, que nous avons depuis ce soir au total 14 cas confirmés dans notre pays. Ce qui veut dire que, très franchement, je pense qu'on peut continuer à monter dans un transport en commun sans avoir une frousse inconsidérée. Si tel n'était pas le cas, bien sûr, on vous le dirait. 14 cas depuis que l'épidémie est connue, c'est-à-dire depuis le 31 décembre. Ceci étant, votre question est toujours intéressante. Je vous dis simplement ce que l'on fait à l'heure actuelle pour aller rechercher les cas contacts qui sont liés à la présence d'une personne qui serait un cas avéré, qui est un cas avéré et qui aurait pris des transports publics. Ce qu'on appelle un cas contact, c'est une personne se trouvant à proximité de la personne atteinte. Quand on dit à proximité, c'est dans une distance inférieure à 1,50 m et qui est resté en contact pendant au moins 20 minutes. Ce qui veut dire quand même qu'a priori, quels que soient les systèmes d'aération, vous n'avez pas trop d'inquiétude à avoir si une personne elle-même contaminée se trouvait dans le wagon suivant. Donc j'ai presque envie de dire, encore une fois n'étant pas médecin, que de simples règles de bon sens. Si je suis à ma place, qu'une personne à côté de moi se met à tousser comme une perdue, elle peut avoir effectivement une maladie hivernale tout à fait classique
il n'est peut-être pas exclu qu'elle ait le coronavirus, peut-être que le bon sens amène à déménager. Dans le cas qui a été évoqué par le docteur Brugère tout à l'heure, nous avions des gens dans le cabinet d'attente des médecins qui ont eu un bon réflexe. 2-3 personnes que l'on a contactées puisqu'on savait qu'elles étaient dans ce cabinet médical en même temps que la personne concernée, qui nous ont dit, écoutez, j'ai vu ce monsieur qui toussait abondamment, j'ai déménagé, je me suis mis à l'autre bout de la salle d'attente. Ce genre de réflexe peut paraître innocent, c'est pour le coup, me semble-t-il, un réflexe de bon sens. Donc encore une fois, 14 cas reconnus dans notre pays, donc je pense qu'on peut continuer à prendre pour l'instant les transports en commun sans avoir une peur inconsidérée. Tout à l'heure, vous avez parlé là, des foyers d'infection et en particulier de Singapour. Il se trouve qu'après demain, je dois aller à Singapour parce que j'ai ma fille qui y habite. Et j'ai eu ma fille hier au téléphone. Elle me dit, enfin, évidemment, je lui dis, tu sais, ça peut poser problème, etc. Elle me dit, tu sais, c'est un pays très sûr, etc. Est-ce que c'est uniquement de la propagande du régime, ça pourrait arriver, ou est-ce que c'est, enfin, vous, tel que vous l'avez présenté tout à l'heure, vous avez dit, oui, c'est pas le moment d'aller à Singapour. Quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Il se trouve qu'à Singapour, il y a des chaînes de transmission actives. Plusieurs. Elles sont contrôlées, c'est-à-dire que chaque fois, le patient source à l'origine de ces chaînes est repéré. Mais il y en a quand même beaucoup pour considérer que ce pays ne reste pas à risque d'émergence de nouveaux cas index, de nouveaux patients sources qui pourraient produire des chaînes de transmission. Ils ont un système de santé remarquable, un système de réactivité de tout premier ordre. Et c'est là aussi, avec une conscience citoyenne de la planète, qu'ils ont presque suggéré, et non seulement concédé, au fait d'être considéré comme un pays épidémique. Donc on ne peut pas contraindre un citoyen à se protéger, et on ne peut pas contraindre non plus un pays à se considérer épidémique. Singapour a tout à fait assumé sa situation provisoire d'un pays dans lequel il y a des chaînes de transmission. Des personnes qui y sont ne sont pas censées, malheureusement, y être systématiquement, y échapper, en être épargnées. Et c'est pour ça que les voyageurs qui rentrent de Singapour sont considérés comme devoir adopter des mesures de précaution pendant 14 jours et surveiller leur température corporelle et éviter les rassemblements, éviter de fréquenter les hôpitaux là où il y a des personnes fragiles. Ça vous inspire quoi? Comme la dame tout à l'heure. Voilà. Tout le monde. Ce sont des vacances, du télétravail. Bien. Oui, une question sur Monte-l'Allée, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais poser une question concernant mon fils et mon petit-fils qui viennent de rentrer de Lombardie il y a 7 jours et ma belle-fille qui doit accoucher à peu près dans 15 jours. Donc mon petit-fils ne va pas à l'école, mon fils reste avec lui. Mon fils me demandait, mais si elle a des contractions, qu'elle doit accoucher, elle fait quoi? Elle va à la maternité qu'elle a prévue ou elle appelle le 15? On est dans les cas concrets, messieurs. Toujours des questions faciles, n'est-ce pas, Denis? Merci, Annie. Toujours des questions épatantes. Et des situations truculentes. Mais bon... De toi, qu'est-ce que je pourrais ne pas escompter et espérer? Bon, je pense qu'elle a un obstétricien, ta belle-fille. Oui, sympathique. Et donc, elle doit l'avoir informé. Et puis, je pense que c'est lui qui doit être contacté en premier. Et ce, dès les premières contractions, peut-être même auparavant, dès qu'on s'approchera du terme.
Et en attendant, elle a le droit... elle est à la fois vulnérable... Elle est autant vulnérante que vulnérable. Donc il est urgent qu'elle ne reste pas dans l'appartement confiné dans lequel ton petit-fils séjourne avec son papa. Mais il faut qu'ils sortent, ils vont au parc, et puis s'ils s'approchent de personnes de trop près, ils portent un masque chirurgical. Ils joueront en chinois. Les tribulations d'un Chinois en Chine, ça ne leur fera pas peur avec la grand-mère qu'ils ont. Et la maman. Un peu de complicité, j'ai remarqué. Alors. Et combien? Oui, des questions encore tout à fait en haut, si vous voulez bien, qu'un jeune homme qui a levé le main. Bonjour, merci. Et j'ai une question. Devons-nous considérer les soignants qui travaillent au CHU tous les jours comme une population à risque? Avez-vous pris des mesures pour les protéger? Quelles sont-elles? Et voilà. Vous êtes vous-même soignant, c'est ça? Je suis étudiant. D'accord. Les soignants qui sont informés, qui sont vaccinés contre la grippe saisonnière, évidemment. Il acquiesce. Comme de bien entendu, ne sont pas les pires en termes de risque de transmission. Lorsque nous nous approchons même d'un patient confirmé, ce qui a été notre cas, eh bien, nous nous munissons du niveau maximum de protection. Donc, nous avons une personne dont on sait qu'elle est peut-être excrétrice à un moment donné de sa prise en charge dans un établissement donné. Et donc, le niveau de risque d'acquisition de l'agent viral, il tend vers zéro. Parce que nous adoptons le maximum précisément de protection individuelle, de ce qu'on appelle les mesures barrières. Des mesures de barrières optimisées. Alors après, les équipes qui prennent en charge les patients à risque, que l'on appelle à risque épidémique et biologique, elles sont entraînées pour précisément exercer leur métier dans des conditions de protection maximale. Et l'ensemble des corps de métier, par-delà les professionnels eux-mêmes de l'établissement, sont informés, formés, avisés pour eux-mêmes se protéger et quelquefois, et surtout, protéger les usagers de soins ou les familles et les visiteurs de nos établissements. Donc paradoxalement, je ne pense pas que les espaces de plus grande vulnérabilité épidémiologique sont représentés par ceux qui fréquentent ou qui travaillent dans les établissements de santé. Sauf dans les situations où une épidémie n'est pas repérée, où une chaîne n'est pas connue, mais ça se passe précisément dans le tout début des phénomènes épidémiques, et c'est là que les professionnels de santé payent un tribut quelquefois relativement imposant. Mais nous ne sommes pas en France dans cette situation, et au CHU de Bordeaux en particulier. Par contre, on sait qu'en Chine, les choses n'ont pas été simples. Mais voilà, on apprend aussi des échecs ou des atermoiements des autres pays, des autres continents, pour précisément être dans des scénarios d'anticipation. Par exemple, dans les scénarios d'anticipation pour protéger le personnel de santé, tout corps de métier confondu, puisque c'est votre question, il y a le fait de repérer des signes d'un usager de soins qui présenterait un état clinique, un état individuel particulier, atypique, associé à l'interrogatoire une notion toute simple d'un voyage. Et cela, la communauté des infectiologues, avec une orientation de médecine des voyages, et les urgentistes sont parfaitement avisés et travaillent sur ce concept pour précisément faire en sorte que des patients qui pourraient être des signaux de quelque chose de nouveau, qui pourrait ressembler à une infection émergente, soient repérés, isolés et pris en charge tout en maintenant le niveau de sécurité maximum des personnels qui vont le soigner. Yann Bubien, vous voulez compléter peut-être ? Pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire le professeur Malvy. Simplement, on a informé immédiatement
tous les personnels du CHU de Bordeaux. On a à disposition évidemment tout le matériel nécessaire, dont les masques, les solutions hydroalcooliques, et on répète les gestes barrières en permanence. On informe également toutes les écoles, on a 13 instituts de formation, donc on informe tout le monde. Et puis on va proposer un forum, parce que je vois aussi quand même de questions-réponses en direct pour les professionnels de santé, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui se posent des questions et il faut leur répondre le plus rapidement possible. Moi-même, on me pose des questions quand je passe dans les services. Donc voilà. Non, mais je pense que, comme le disait le professeur Malvy, on est plutôt bien informé et on a les barrières pour y répondre. Mais effectivement, on va proposer ce forum de questions-réponses pour tous ceux qui se posent des questions. Merci beaucoup. Allez, on va prendre 2 dernières questions, si vous êtes d'accord, et on fera la conclusion pour tenir nos horaires. Oui, bonsoir. Je suis médecin hospitalier retraité. Voilà, je voulais savoir si la cohabitation entre le coronavirus et le virus de la grippe saisonnière était susceptible de modifier la présentation de la maladie coronavirus. Merci beaucoup, cher confrère. En fait, les informations, nous les produisons, ça fait à peine, en effet, 6-8 petites semaines que cette maladie est repérée. Auparavant, donc, dans les 2 dernières quinzaines du mois de... la dernière quinzaine du mois de décembre, il s'agissait de la pneumopathie X. Et c'est depuis la mi-janvier qu'au niveau international, en particulier ceux qui ont pris en charge des cas, nous parlons de manière soutenue avec les collègues chinois, actuellement les collègues chinois, les collègues coréens, les collègues iraniens, les collègues italiens, et puis nous décrivons les choses. À propos de la grippe saisonnière et de son interaction avec l'infection par Covid 2019, la seule chose que l'on puisse dire, c'est qu'il y a une proportion de co-infection entre la grippe saisonnière et le Covid-19 qui n'est pas négligeable. Donc un diagnostic par exemple virologique chez un patient qui serait investigué d'une grippe n'exclut pas, malheureusement, surtout s'il y a un lien épidémiologique fort, une infection par Covid-19. Le recul qui est le nôtre ne semble pas inférer le fait qu'un patient co-infecté aurait une propension à développer une forme sévère ou la létalité. Dans l'état actuel de nos données, en sachant que les Chinois commencent à partager leurs informations, mais que tout n'est pas simple, mais qu'ils commencent quand même à publier un certain nombre de leurs séries, au moins au niveau observationnel, et qu'au niveau international, nous sommes à près de 2000 cas en dehors de la Chine, et que nous partageons, que nous évaluons, que nous confrontons, tant du point de vue de la présentation que de la prise en charge de supports spécifiques. Et que pour le moment, donc, co-infection fréquente possible, près de 20% dans certains contextes. Facteur de risque de sévérité non établi à ce jour. Merci. On va dire que c'est la dernière, avant-dernière question, et on prend la dernière après. Alors, on remonte, s'il vous plaît. Bonsoir. Je suis infirmière libérale. Sur Mérignac. Et je vous pose une question par rapport. Donc vous avez dit qu'il y avait 1000 masques à peu près qui allaient être distribués pour les professionnels de santé du CHU. Et qu'est-ce qu'il en est pour les professions libérales comme nous, les sages-femmes, etc. Parce que là, il y a de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, comme il y a des groupes infirmiers. Ce matin, j'ai lu un infirmier qui disait un patient a explicitement demandé que lorsqu'on rentre chez lui, il lui faut un masque, il faut qu'on rentre avec les masques et les gants. Et sachant qu'un masque, la durée de vie d'un masque chirurgical, c'est 3 heures, comment fait-on pour nous, sachant que là, sur les sites internet, il n'y a plus de masques, ils sont tous en rupture de stock. Comment nous, on fait pour travailler si, par exemple, on doit avoir besoin d'utiliser le masque pour des patients susceptibles d'être fiévreux. Enfin, on peut nous aussi détecter, pas que les médecins généralistes. Il en reste à Pessac à 1 000 €, je plaisante. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est la question. Sachant alors, que... attendez, excusez-moi, on va répondre sur la partie masque et aussi sur les gants, parce qu'on n'a pas parlé des gants, effectivement. C'est des questions qui sont arrivées aussi dans la journée. Sur la disponibilité des masques, il n'y a que des solutions. Enfin, nos agences vont prodiguer les quantités et quantités adaptées. Une fois de plus, dans la situation que vous décrivez, si votre patient tousse, c'est à lui à porter le masque.
et pas à vous. Voilà, un masque chirurgical pour vous protéger. Parce qu'il faut aussi que lorsqu'on est, même les autres soignants, qu'on devient usager du soin, il faut protéger nos professionnels. Voilà, c'est ce qu'il faut lui adresser. C'est son éducation d'usager du soin et de prestataire auprès de vous. Michel Laforcade. Oui, simplement en complément. En complément, je suis un peu étonné de ce que vous avez dit tout à l'heure, madame. Je ne savais pas que débutait un marché noir des masques. Et si vous acceptez courtoisement de m'expliquer où ça se passe, je serai preneur. Mais pour répondre beaucoup plus sérieusement à votre question, je rappelle, parce que ça n'a peut-être pas été dit, en tout cas, moi je n'ai pas pensé à le dire jusque-là, qu'il y a dans les établissements de santé des stocks de masques qui sont précisément destinés aux personnes à risque, aux cas contacts ou aux personnes à risque, et qui sont à votre disposition. Pas parce que vous êtes professionnel de santé, mais si d'aventure vous étiez une personne à risque, ou vous fréquentiez une personne à risque, on a longuement répété quelles sont les personnes à risque, mais vous auriez vocation à pouvoir effectivement émarger, si j'ose dire, sur les quotas de masques qui se trouvent dans les établissements de santé. Mais il me semble que vous n'êtes pas forcément personne à risque, parce que vous êtes une professionnelle de santé qui va tous les jours au domicile des gens. Mais que tout le monde sache quand même que quand on est une personne à risque, il y a ces stocks stratégiques qui sont dans les établissements de santé qui peuvent être mis à votre disposition. Professeur Malvis, sur les gants, on n'a pas parlé de la protection avec les gants. Est-ce que c'est complètement gadget? Elle est utilisée pour les personnes qui... pour les professionnels de santé, en pour les professionnels de santé qui réalisent les prélèvements des nasosinusiens des cas possibles. Et c'est une mesure, je ne vais pas dire optimisée, ni renforcée, mais entre le lavage des mains par solution hydroalcoolique et le port d'une paire de gants et d'une paire de gants unique, ce geste est parfaitement sécurisé. Et dans le périmètre de l'infection par le Covid-19, je ne vois pas d'autres indications au port de gants. C'est clair. Excusez-moi, je vous ai interrompu, Madame Taylor. Il y avait une autre question ou c'était bon pour vous? C'est bien. Ok. Allez, c'était la dernière question, je l'avais annoncé. Je ne sais pas qui a le micro, ce sera la dernière question. On va faire la conclusion et on va remercier nos invités du temps qu'ils nous ont accordé ce soir. On va remercier nos traductrices qui ont fait un boulot de marathon ce soir. Allez-y. Je suis désolée, je pense que je vais être un petit peu à côté, mais en fait, je vais redire l'accessibilité par rapport à la loi 2005 qui existe pour les personnes sourdes. Vous n'avez pas répondu à ça, et moi, je me dis que c'est quand même très important. Il y a quand même nombre de personnes qui naissent sourdes, et j'aimerais quand même qu'on y pense et qu'on pense à nous. Alors, Michel Laforcade, c'est vrai, je vous donnais la parole, on a répondu à une question sur deux. Allez-y, c'est de ma faute, j'ai pas lancé. Alors effectivement, voilà, je veux simplement vous rappeler qu'il existe un site internet qui est totalement dédié aux personnes sourdes, donc je ne saurais mieux faire que de vous renvoyer à ce site internet. Et si ce n'était pas suffisant, nous essaierons effectivement d'apporter notre contribution à des questions complémentaires que vous pourriez avoir. Merci. Cette dernière question, je propose que Christophe Galichon rejoigne nos trois invités et qu'on les applaudisse très chaleureusement pour le temps qu'ils ont donné et les questions qu'ils ont apportées. Si vous voulez bien vous mettre debout pour la fin, voilà. Yann Bubien, Christophe Galichon, on vous doit cette soirée. J'aimerais bien qu'il y ait un petit mot de conclusion de vous deux et on va rendre le public à ses occupations. Absolument. Merci mille fois, messieurs. C'était extrêmement intéressant, très concret. Je crois qu'on a répondu à nos questions qu'on se pose effectivement. On va évidemment sur
Sud-Ouest.fr et Sud-Ouest continuent à répondre heure par heure dans les prochains jours sur ces sujets, répondre à vos questions. Je remarque, professeur, que vous disiez tout à l'heure que Shanghai retrouvait son ciel bleu. Nous, en tout cas, on a eu une assemblée où on n'a pas entendu personne tousser ce soir. C'est un signe, c'est un signe. Et je voudrais simplement remercier l'Université de Bordeaux de nous accueillir dans ses locaux en plein centre-ville. C'est super. Nous excuser auprès des personnes qui ont fait le déplacement et qui se sont retrouvées dans une deuxième salle, mais c'est qu'on avait mal jaugé la jauge et que ce débat fort intéressant a été victime de son succès. Donc merci beaucoup, messieurs. Merci Stéphane. Merci aux traductrices qui ont fait un boulot effectivement impressionnant. On peut les applaudir. Et pour tous ceux qui veulent le revoir ou communiquer, vous saurez que c'est à retrouver sur sudouest.fr et TV7 le mot de la fin qui va être forcément un mot de synthèse du directeur général du CHU. Merci. Non, je vais faire très très vite puisque là tout le monde s'en va. Merci à toutes et tous d'être venus à cette première conférence. Nous en ferons une par mois sur les thèmes qui intéresseront tout le monde, je l'espère. Je voudrais surtout remercier le professeur Denis Malvy et remercier toutes les équipes du CHU de Bordeaux qui sont mobilisées au quotidien et qui chaque jour réinterprètent les données scientifiques de manière à être au plus près de la situation actuelle, voilà, pour tous les patients et pour tous les Aquitains. Merci à toutes et à tous, bonne soirée. Merci. Merci.